Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première session du cours portant sur les pratiques de management des entreprises. Donc, dans cette session, nous allons essayer de comprendre c'est quoi le management, qui sont les managers, quelles sont les caractéristiques du travail d'un manager, quels sont les rôles d'un manager et surtout comment être un bon manager. Donc après ces points, nous allons essayer de comprendre c'est quoi une entreprise, quel est l'impact de son environnement sur son fonctionnement, quelles sont les forces concurrentielles à observer et comment se présente le processus de management. Donc bienvenue encore une fois et bon courage. Le terme management peut se définir rapidement comme la direction d'une affaire, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une organisation ou d'un sous-ensemble de celle-ci. Mais manager suppose la maîtrise de compétences, de techniques et d'outils dans de nombreux domaines. Et quelle que soit la taille et la nature de l'entité à piloter, l'art du management consiste aussi et surtout à gérer des individus et à les amener à optimiser leur contribution dans le sens attendu par l'organisation. Il y a de très nombreuses définitions du management. Pratiquement, il y a autant de définitions de management que de chercheurs dans le domaine. J'ai retenu seulement 2 définitions qui traitent tous les aspects relatifs au management. Donc, dans la première définition, le management désigne le processus par lequel des activités sont réalisées de façon efficace, avec et via d'autres personnes. Il englobe les fonctions de base qui sont la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Déjà là, nous avons une idée sur le processus du management qui commence par la planification, ensuite l'adoption d'une organisation qui permet de réaliser les objectifs arrêtés dans l'étape précédente. La direction, c'est l'orientation des efforts des individus et de l'organisation générale vers la réalisation des objectifs. Et puis à la fin, il y a le contrôle qui consiste en la vérification de la réalisation des objectifs arrêtés au départ. Il y a une autre définition, une définition de Peter Drucker, qui définit le management comme étant une activité visant à obtenir des hommes et des femmes un résultat collectif, en leur donnant un but commun, des valeurs communes, une organisation convenable et la formation nécessaire pour qu'ils soient performants et pour qu'ils puissent s'adapter au changement. De cette définition, on voit que la notion du management fait référence à un contexte plutôt dynamique, en mouvement, qui oblige à des choix non déterminés à l'avance et non programmables, à prendre aussi des initiatives en fonction du contexte et de son changement, à réagir à des situations nouvelles, voire, et dans l'idéal, à anticiper ces situations. Qui sont en réalité les managers et en quoi consiste concrètement leur activité? En réalité, les managers constituent un groupe large, puisqu'il inclut non seulement les dirigeants eux-mêmes, mais encore tous les responsables de la ligne hiérarchique. Le corps des managers désigne donc toutes les personnes ayant une autorité sur d'autres personnes et disposant par conséquent d'un pouvoir légitime de décision. Quelles sont les caractéristiques de base du travail du manager? Les travaux de Henry Mintzberg ont montré une réalité très complexe. Les managers, d'abord, travaillent beaucoup, avec un rythme très soutenu.
leurs activités sont caractérisées par la brièveté, la variété et la fragmentation. La brièveté, la variété et la fragmentation. Ajoutons à cela la priorité donnée aux tâches non routinières. Pourquoi? Parce que les tâches routinières sont déléguées aux subordonnés. Troisième caractéristique, c'est la préférence pour l'action. La préférence pour l'action. Quatrième caractéristique, l'importance de la communication verbale. La communication verbale. C'est vrai que souvent, il est important de formaliser, mais là, la communication verbale reste dominante. Et puis, le travail d'un manager, c'est un mélange de droits et de devoirs. Mintzberg a essayé aussi de classer les rôles du manager. Et par rôle, on entend un comportement organisé. Donc il a trouvé 3 grandes catégories de rôles. La première catégorie, c'est les rôles relatifs aux relations interpersonnelles. La deuxième catégorie, c'est les rôles liés à l'information. La troisième catégorie, c'est les rôles décisionnels. On va commencer d'abord par les rôles relatifs aux relations interpersonnelles. Dans cette catégorie, on trouve le rôle de symbole, le rôle de leader et le rôle d'agent de liaison. Le rôle de symbole consiste à accomplir les tâches de représentation au sein et à l'extérieur de l'organisation. Par exemple, lorsqu'on pense à Apple, on pense directement à Steve Jobs. Lorsqu'on voit Microsoft, on pense directement à Bill Gates, etc. Le deuxième rôle dans cette première catégorie, c'est le rôle de leader, ce qui implique la responsabilité de diriger et de coordonner les tâches des subordonnés en vue d'atteindre les objectifs de l'organisation. Ainsi, le manager doit savoir adapter les besoins des individus, les encourager, les motiver en conformité avec les objectifs de l'entreprise. Le troisième rôle, c'est le rôle d'agent de liaison. Donc, le manager doit mettre en place ses sources d'informations aussi bien à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur. Donc, l'observation montre qu'en général, les managers passent plus de temps avec leurs pairs et des personnes extérieures à l'organisation qu'avec leurs propres subordonnés. Donc, les managers passent beaucoup plus de temps avec des personnes de l'extérieur de l'organisation, des partenaires, des fournisseurs, des clients, et avec leurs pairs, c'est-à-dire ceux qui sont au même niveau hiérarchique qu'eux. Et tout ça, bien sûr, c'est dans l'intérêt de l'entreprise. La deuxième catégorie de rôles, c'est les rôles liés à l'information. Donc, dans ces rôles, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le rôle d'observateur actif, le rôle de diffuseur d'informations et le rôle de porte-parole. Le rôle d'observateur actif, là, le manager cherche et reçoit l'information dans l'organisation et de l'extérieur de l'organisation. C'est souvent lui qui est le mieux informé puisqu'il est au carrefour de toutes les sources d'informations. Mais son rôle, c'est pas d'avoir et d'exercer la rétention de l'information. Il doit diffuser l'information. Donc là, on trouve le deuxième rôle, c'est le rôle de diffuseur de l'information. Donc là, le manager, il transmet et distribue aux autres membres de l'organisation, parfois de manière sélective, certaines informations ayant un caractère sensible. Donc tout ça est géré bien entendu par des pratiques telles que les pratiques de l'intelligence économique où le manager collecte les informations et la diffuse d'une manière organisée. Troisième rôle dans cette deuxième catégorie, c'est le rôle de porte-parole de son organisation. Donc c'est lui qui communique vers l'extérieur à travers ses discours, à travers ses déclarations, les informations relatives à son entreprise.
Il contribue ainsi à façonner l'image que l'organisation donne de elle-même. La troisième catégorie de rôles, c'est les rôles décisionnels. Là, donc, on trouve le rôle d'entrepreneur, le rôle de régulateur, le rôle de répartiteur de ressources et puis le rôle de négociateur. Le rôle d'entrepreneur, pourquoi? Parce que le manager doit améliorer l'organisation, prendre l'initiative de lancer de nouveaux projets, de promouvoir de nouvelles idées, de définir les changements nécessaires, etc. Il joue aussi le rôle de régulateur, ce pour régler les problèmes au sein de l'organisation, pour apaiser les conflits interpersonnels ou entre les services, départements, structures, etc. Il joue aussi le rôle de répartiteur de ressources. Donc, le manager décide ce qui doit être attribué et à qui il va l'attribuer dans l'organisation. Il doit constamment opérer des arbitrages et des choix quant à la manière dont les ressources de l'entreprise sont affectées, sachant qu'il y a toujours ce problème des ressources limitées. Enfin, le dernier rôle, le manager est un négociateur. Il négocie en interne et à l'extérieur. À l'intérieur de l'organisation, par exemple, la négociation d'un contrat, d'un cadre, les augmentations de salaire, la négociation avec les organisations syndicales, avec les pouvoirs publics, etc. Avec les fournisseurs, ça c'est à l'extérieur. Donc, il joue ce rôle de négociateur à l'intérieur de l'organisation avec les collaborateurs, mais aussi à l'extérieur de l'organisation avec les clients, les fournisseurs, les pouvoirs publics, etc. Comment pourrais-je être un bon manager? La première des choses, il faut absolument avoir une vision stratégique, c'est-à-dire donner une perspective et construire du sens, faire face à l'incertitude, faire face au changement. Deuxièmement, il faut prendre en compte les parties prenantes. Pour ce faire, il faut absolument identifier les parties prenantes, construire des relations avec elles en interne et en externe, et les consulter et prendre en compte les demandes contradictoires. Il est difficile de satisfaire tout le monde, notamment lorsqu'il y a un conflit entre les intérêts des différentes parties prenantes. Par exemple, l'actionnaire cherche à rentabiliser ses actions et avoir le maximum de dividendes. Le personnel veut avoir une partie des bénéfices. Les clients cherchent à avoir les produits et les services au moindre prix, etc. D'où la difficulté du travail du manager, parce que son rôle, c'est de satisfaire toutes les parties prenantes. Autre chose, un manager doit questionner le business as usual. Le business as usual, c'est-à-dire le business comme d'habitude, comme on a l'habitude de faire. On entend souvent cette phrase dans les entreprises, on a l'habitude de faire ça, donc on va continuer comme ça. Un manager doit être ouvert à de nouvelles idées et challenger les collaborateurs pour adopter de nouvelles façons de penser et questionner les habitudes. Un manager doit aussi renforcer les capacités de ses collaborateurs ainsi que les capacités de ses partenaires externes, les fournisseurs, les clients, etc. Parce qu'on ne parle plus de relations classiques, client-fournisseur, on parle plutôt de relations de partenariat durable. D'où la nécessité de créer des réseaux stratégiques d'alliance. Un bon manager doit aussi favoriser la diversité des approches, c'est-à-dire respecter la diversité des idées et adapter l'approche
à des contextes différents, c'est-à-dire changer d'approche à chaque fois qu'il y a un changement dans l'environnement interne ou externe à l'entreprise. Et enfin, un bon manager doit comprendre la société, c'est-à-dire comprendre les enjeux de la responsabilité sociale des entreprises et du développement durable. Donc, un bon manager doit comprendre le rôle de chaque acteur dans la société, que ce soit l'État, les entreprises, les syndicats, les ONG, la société civile, etc. Une entreprise est une structure économique et sociale qui regroupe des moyens humains, le personnel, matériel, les équipements, les machines, etc., immatériels, tels que le savoir-faire, la marque, et financiers. Tous ces moyens sont combinés d'une manière organisée pour fournir des biens et ou des services à des clients, avec un objectif de rentabilité. La rentabilité différencie l'entreprise des organisations à but non lucratif. Donc il y a plusieurs classifications des entreprises. Donc il y a la classification par secteur économique, dans laquelle on trouve les entreprises appartenant au secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture et la pêche, le secondaire, le secteur secondaire, l'industrie, bâtiments, travaux publics, etc., et le secteur tertiaire, les services. Donc ça, c'est une première classification. Il y a une autre classification, c'est la classification par statut juridique. Donc il y a les sociétés par action, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, et il y a d'autres types de sociétés qu'on trouve généralement dans le code de commerce. Il y a aussi la classification par taille. Et dans la classification par taille, on trouve les micro-entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes et très grandes entreprises. Bon, elle est faite en fonction de quoi, cette classification? Généralement, elle est faite en fonction du nombre d'employés. Mais il y a aussi la possibilité de les classer en fonction du chiffre d'affaires réalisé, en fonction de sa capitalisation. Donc, les chercheurs, généralement, adoptent le classement des entreprises par taille en fonction du nombre d'employés. L'entreprise est un système ouvert sur son environnement. Elle ne peut pas vivre en vase clos. Pour exister et survivre, il lui est indispensable d'échanger avec son environnement. De ce fait, l'entreprise doit observer son environnement via des dispositifs tels que la veille stratégique et l'intelligence économique. Et elle doit analyser son environnement par des outils tels que le modèle d'analyse PESTEL. PESTEL, c'est un acronyme qui signifie environnement politique, économique, social, technologique, environnement et légal. Pour l'environnement politique, donc les entreprises observent généralement la stabilité du gouvernement, la liberté de la presse, la réglementation, la corruption, la participation des électeurs, les manifestations, etc. Donc plus l'environnement politique est stable, le mieux c'est pour les entreprises. Ensuite, il y a l'environnement économique. Donc une économie prospère encourage les investisseurs et les entreprises à s'installer. Parmi les éléments à observer, il y a le taux de croissance économique, le taux d'intérêt, le taux d'inflation, le taux de change, les revenus, le PIB, le taux de chômage, le marché boursier, les fluctuations des prix, etc. Ensuite, il y a l'environnement
social. L'environnement social tel que la taille de la population, bien sûr, investir en Chine ou investir dans un petit pays, c'est pas la même chose. Donc il y a aussi dans l'environnement social le taux de natalité ou de mortalité, les mariages, divorces, l'immigration, l'espérance de vie, la répartition de la richesse, les classes sociales, les habitudes d'achat, l'éducation, les minorités. Donc tous ces éléments sociaux sont à observer. Et puis il y a l'environnement technologique. Donc dans l'environnement technologique, on va observer qu'est-ce qu'il y a comme incitation pour la recherche et le développement. L'automatisation, les changements technologiques, l'accès aux nouvelles technologies, les innovations, les infrastructures technologiques disponibles, les infrastructures de communication, etc. Et puis il y a l'environnement en général, c'est-à-dire les politiques environnementales du gouvernement, le climat, les changements climatiques, la pression des organisations non gouvernementales, les catastrophes naturelles éventuelles, la pollution, le recyclage, les produits verts, les énergies renouvelables, donc tous ces éléments. Et puis il y a l'environnement légal, donc tout ce qui est réglementation, droit du travail, code de commerce, donc toute la réglementation qui va influencer l'activité de l'entreprise. Bien entendu, en plus de l'analyse du macro-environnement, l'entreprise doit observer la concurrence, ou plus exactement les forces concurrentielles. Michael Porter, professeur de stratégie à Harvard, propose un modèle pour mener une analyse des forces concurrentielles en jeu dans un secteur. L'objectif du modèle est d'évaluer l'intensité des forces concurrentielles en présence. Donc dans ce modèle, on trouve l'intensité concurrentielle dans le secteur, le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des nouveaux entrants, la menace des produits de substitution, et on trouve même une sixième force concurrentielle qui est les pouvoirs publics. On va commencer d'abord par l'intensité concurrentielle dans le secteur, dans un secteur donné, c'est-à-dire vous travaillez dans le secteur de télécommunications, par exemple, cette entreprise doit d'abord commencer par les entreprises qui opèrent directement dans le secteur. Donc l'intensité concurrentielle est déterminée, entre autres, par le nombre de concurrents et les opportunités qui se présentent aussi bien aux sociétés qu'aux fournisseurs et aux consommateurs. Donc la concurrence est qualifiée de vive lorsqu'un marché est en pleine croissance et dominé par un nombre restreint de structures se partageant les mêmes parts de manière équitable, mais aussi lorsque les consommateurs ont la possibilité de basculer aisément d'un produit à un autre. Quand la concurrence est forte, les acteurs se lancent généralement dans des guerres des prix, ce qui peut avoir des impacts négatifs sur la rentabilité. La deuxième force concurrentielle, c'est le pouvoir de négociation des clients. Donc le pouvoir de négociation des clients peut avoir une influence plus ou moins conséquente, aussi bien sur les tarifs que sur les conditions de vente. Si la demande est nettement inférieure à l'offre, les consommateurs disposent d'une importante capacité de négociation et la concurrence est forte. Pour séduire les prospects, fidéliser leurs clients et réaliser des profits substantiels, les sociétés présentes sur ce type de marché sont généralement obligées de se lancer dans des guerres des prix et de revoir l'intégralité de leur stratégie pour améliorer, entre autres, l'expérience fournie à leur cible. Outre la différence entre leur nombre et celui des producteurs,
Les consommateurs ont un grand pouvoir de négociation quand il existe de nombreux produits de substitution et quand il est relativement aisé pour eux de passer d'une offre à une autre, en raison d'un faible coût de transfert. Troisième force concurrentielle, c'est le pouvoir de négociation des fournisseurs. Tout comme celui des consommateurs, le pouvoir de négociation des fournisseurs peut avoir des impacts non négligeables sur les prix et influer sur la rentabilité d'une entreprise. Les fournisseurs ont une grande capacité à imposer leurs conditions sur le marché lorsqu'ils sont en nombre restreint et lorsque les entreprises sont à la fois nombreuses et très dispersées. Ils disposent également d'un important pouvoir de négociation si le coût de transfert est élevé, c'est-à-dire le coût nécessaire pour passer d'un fournisseur à un autre, pour changer de fournisseur. Ce dernier, c'est-à-dire le coût de transfert, empêche les entreprises de passer facilement à d'autres offres, dans le cas où celles proposées par leurs fournisseurs habituels ne leur conviennent plus. Ensuite, il y a la menace de nouveaux entrants. Donc, les difficultés auxquelles de nouvelles structures professionnelles sont confrontées lors de l'accès à une industrie permettent de déterminer le niveau de la concurrence au sein de celle-ci. Si les barrières à l'entrée sont peu nombreuses, de nouveaux acteurs peuvent aisément se positionner sur une industrie et entraîner une multiplication rapide des concurrents. Dans le cas contraire, la concurrence est généralement faible et il est plus aisé de faire l'acquisition des clients. Les barrières peuvent être les investissements initiaux et la durée de leur rentabilisation. Les barrières peuvent aussi être les brevets. Ils peuvent être les normes et la notoriété des structures en place, c'est-à-dire des entreprises déjà en place. Cinquième force concurrentielle, c'est la menace des produits de substitution. Cette force de porteur permet de déterminer le niveau de menace que présentent des produits de substitution face à des offres déjà présentes sur le marché. Plus le rapport valeur-prix d'un substitut est élevé, plus les consommateurs sont enclins à procéder à son achat et à l'adopter à la place du produit que vous proposez. Face à un nouvel article ou un service pouvant se présenter comme une excellente alternative à son offre, une entreprise peut réagir de différentes manières. Pour conserver l'attrait de son produit, elle peut appliquer une baisse de ses tarifs ou effectuer des ajouts de fonctionnalités, et ce pour offrir davantage de valeur à ses clients. D'autre part, elle peut décider de se lancer dans la commercialisation de produits présentant une menace pour son développement ou tout simplement se retirer du marché. La sixième force concurrentielle, généralement on parle de 5 forces concurrentielles, mais c'est 5 plus 1, c'est-à-dire la sixième force concurrentielle, c'est les pouvoirs publics, qui est une force à ne pas négliger. Donc pour Michael Porter, les pouvoirs publics constituent des barrières à l'entrée. Toutefois, ils peuvent être considérés dans une certaine mesure comme une force à part entière et ne doivent pas être négligés. En effet, la législation et les mesures prises par les gouvernements, les collectivités locales ou encore les organisations internationales peuvent influer grandement sur le niveau de concurrence d'un marché. Dans certains secteurs, l'entrée nécessite un agrément ou une licence, ce qui peut limiter grandement l'entrée de nouveaux acteurs, ce qui est le cas pour les opérateurs de téléphonie mobile, par exemple.
À la fin de cette session, on va présenter brièvement le processus du management, donc qui est constitué de 4 grandes étapes, à savoir la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Donc tous ces points, nous allons les développer à travers les autres sessions de ce cours. La planification d'abord. Donc c'est la première phase du processus de management englobant la définition des objectifs, l'élaboration des stratégies et le développement de plans pour coordonner les activités. En identifiant les objectifs, les actions resteront centrées et les membres de l'organisation ne s'écartent pas de l'essentiel. L'organisation, deuxième phase du processus de management, elle consiste à déterminer la structure de l'entreprise, la hiérarchie, les tâches devant être effectuées, qui doit s'en charger et qui doit les contrôler. Donc l'organisation constitue la phase ordonnatrice du management. La troisième phase, c'est la direction. La direction comprend l'animation et la motivation du personnel. Elle comprend aussi la coordination des activités des autres collaborateurs et la prise de décision. L'activité de direction a pour objectif de diriger et coordonner les activités de tous les membres de l'organisation, de les motiver et de prendre les décisions adéquates pour atteindre les objectifs fixés au départ. Et enfin, la dernière phase, la quatrième et dernière phase, c'est le contrôle. Donc, planifier et vouloir que les objectifs fixés deviennent effectifs entraîne qu'il faut s'assurer que les choix et les actions menées conduisent au résultat souhaité. Voilà d'une manière générale l'objet du contrôle. Donc c'est la dernière phase du processus de management et dernière étape de tout acte de gestion, le contrôle. D'accord ? Qu'est-ce qu'il vise ? Il vise à surveiller les performances, à les comparer avec les objectifs et à corriger tout écart éventuel.